Bonjour. Voilà. Je vous laisse avec Karine. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue, Madame la ministre, à notre 36e journée de l'Ordre, ce rendez-vous annuel privilégié pour échanger sur les enjeux et les perspectives de notre profession. Dans le contexte politique actuel et son inhérente complexité, je me réjouis de la reprise des travaux parlementaires et des concertations associées qui vont permettre, je l'espère, d'avancer sur tous nos sujets. Dans la continuité de notre récent échange, Madame la Ministre, je souhaite aujourd'hui concentrer principalement mon propos sur 3 enjeux majeurs du débat public concernant les pharmaciens. L'accès aux soins pour nos concitoyens, les ruptures d'approvisionnement de produits de santé et la financiarisation du système de santé. Concernant l'accès aux soins, le Premier ministre Michel Barnier a mis en avant dans sa déclaration de politique générale que l'une des solutions aux difficultés d'accès aux soins serait de donner un rôle élargi aux pharmaciens dans la prise en charge des patients. Je suis en effet convaincue qu'il s'agit d'une solution d'avenir, car les pharmaciens ont pu prouver à maintes reprises, dans des situations complexes, qu'ils en avaient les compétences et la disponibilité. Comme j'ai pu vous l'exposer récemment, l'Ordre est toujours force de proposition en matière de santé publique. Je ne mentionnerai que quelques-unes de ces propositions qui permettraient aux patients de bénéficier d'un meilleur accès aux soins. D'abord, généraliser le rôle d'orientation du pharmacien d'officine pour des pathologies bénignes à l'aide d'arbres décisionnels. Simplifier et étendre la liste des pathologies ou situations concernées par des protocoles de coopération. Renforcer le rôle du biologiste médical dans le parcours de soins du patient en lui permettant d'adapter, par exemple, les posologies, les antibiotiques ou en fonction des résultats des examens de biologie médicale. Permettre la réalisation des rendez-vous de prévention, également par les biologistes médicaux et par les pharmaciens hospitaliers, puisqu'aujourd'hui, seuls les officinaux peuvent les faire. En réalité, de la prévention aux soins de premier recours, en passant par la prise en charge du suivi des patients chroniques, le pharmacien d'officine, comme le pharmacien biologiste médical, sont des professionnels de santé de proximité qui contribuent à un meilleur accès à la santé pour les patients. Au-delà de ces nouvelles activités, qui, pour certaines, nécessiteront un prochain vecteur législatif. Nous sommes par ailleurs dans l'attente de textes réglementaires qui pourraient déjà améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Je pense au décret qui permettrait le renouvellement des prescriptions par les pharmaciens d'officine pendant 3 mois, mais aussi à l'expérimentation sur les dispensations des substituts nicotiniques sans ordonnance par le pharmacien d'officine, ou encore à la liste des médicaments éligibles à la substitution des biosimilaires et hybrides. Dans un contexte de raréfaction de l'offre médicale, tous les métiers de la pharmacie jouent un rôle déterminant dans la prise en charge des patients. Le biologiste médical, accessible pour 94% des Français en moins de 10 minutes, a une place importante dans le parcours de soins des patients. L'étendue de ses compétences et de son expertise est pourtant encore sous-utilisée. La section représentant les pharmaciens biologistes médicaux a d'ailleurs finalisé en ce sens un livre blanc qui sera prochainement partagé. Il dresse un état des lieux et formule des propositions structurantes pour répondre aux besoins des patients dans les territoires. Les missions des pharmaciens hospitaliers se sont également considérablement développées au cours des dernières années, notamment en matière de pharmacie clinique. Pour une bonne prise en charge thérapeutique des patients accueillis dans les établissements de santé et médico-sociaux, il est indispensable de prendre en compte les besoins en ressources humaines et bien sûr en matériel nécessaire aux pharmacies hospitalières pour assurer leur mission et sécuriser le circuit du médicament et du dispositif médical. Vous le savez, Madame la Ministre, les pharmaciens occupent entre eux et à l'égard des autres métiers de la santé des rôles complémentaires au service des patients, ceci grâce à la richesse et à la diversité de leur métier. C'est pourquoi nous sommes très vigilants à la préservation de l'organisation de la chaîne pharmaceutique française
en particulier dans le cadre de la révision de la réglementation européenne sur le médicament, les directives sur le paquet pharmaceutique. Alors à ce stade de l'examen, le modèle français du pharmacien responsable des métiers de l'industrie et de la distribution en gros est préservé, mais nous y restons attentifs, ainsi qu'aux différents aspects engageant la qualité et la sécurité des actes pharmaceutiques. Enfin, pour clore mon propos sur ce premier aspect du discours sur l'accès aux soins et l'évolution des missions des pharmaciens, je voudrais me pencher sur son corollaire, la formation des pharmaciens. En effet, les évolutions récentes favorisant l'accès aux soins ne pourront intervenir que si la formation initiale et continue des pharmaciens évolue également. En ce qui concerne la formation initiale, les diplômes d'études spécialités, les DES longs de pharmacie hospitalière et de biologie médicale sont aujourd'hui en vigueur et doivent être maintenus avec l'ouverture d'un nombre suffisant de postes à l'internat pour garantir leur démographie. En cohérence, nous attendons la création des DES cours de pharmaciens d'officine et de pharmaciens de l'industrie et de la distribution en gros. Ceci permettrait de valoriser les compétences de ces métiers, mais aussi de faciliter les reconversions professionnelles et de créer des passerelles entre les métiers par la voie du deuxième DES. Pour ce qui concerne la formation continue, nous appelons à une refonte des dispositifs DPC certification, dont l'articulation doit être clarifiée afin d'assurer l'adhésion et la compréhension par l'ensemble des professionnels de santé. Ces évolutions sont nécessaires car elles participent aussi à l'attractivité de notre profession et de nos territoires. À cet égard, n'oublions pas les Outre-mer. Un projet d'ouverture de places de troisième cycle long en Guadeloupe est à l'étude, ce qui serait un premier pas prometteur dans l'accroissement de l'attractivité de ces territoires pour les jeunes pharmaciens. Autre condition préalable à l'exercice de nos missions, la sécurité des professionnels de santé. Le nombre d'agressions à l'encontre des pharmaciens déclarés à l'ordre est encore trop élevé cette année. Tous nos confrères pharmaciens, en particulier les ultramarins, ont besoin de mesures concrètes pour assurer leur sécurité. Aussi, il est aujourd'hui nécessaire de mettre en œuvre le plan interministériel pour la sécurité des professionnels de santé présenté en septembre 2023. Je tiens à saluer à ce sujet ici le travail réalisé par les 110 conseillers référents sécurité sur tout le territoire qui orientent nos confrères agressés. Je remercie également les pharmaciens bénévoles de l'association ADOP chargés d'écouter et accompagner les confrères confrontés à des situations difficiles, personnelles ou professionnelles. En cette journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je souhaite par ailleurs souligner la mobilisation des pharmaciens sur le terrain face aux victimes des violences sexistes et sexuelles. Nous relayons auprès de nos confrères les ressources nécessaires pour les aider à accompagner et orienter les victimes, qu'il s'agisse de soumission chimique ou de violences conjugales. À cet égard, je ne doute pas que le réseau des référents ordinaux violences conjugales que nous venons de constituer saura leur apporter toute l'aide nécessaire. Le deuxième thème de mon propos concernera les ruptures d'approvisionnement de médicaments. Permettez-moi d'aborder un sujet qui nous préoccupe tous, celui des ruptures d'approvisionnement des produits de santé. Comme vous le savez, Madame la Ministre, l'Ordre national des pharmaciens s'est mobilisé depuis de nombreuses années pour lutter contre les pénuries de médicaments. Celles-ci sont trop récurrentes. Elles pénalisent les patients et rendent l'exercice pharmaceutique bien plus difficile. Il est donc indispensable que les actions de la feuille de route gouvernementale publiée en février soient rapidement mises en œuvre. À ce sujet, je me félicite de la reprise du groupe de travail annoncé pour ce 5 décembre. Vous vous rappellerez également sans doute que j'ai eu l'honneur de rédiger conjointement avec l'ANSM la charte d'engagement des acteurs de la chaîne du médicament signée en 2023. Car en effet, dans ce contexte, il est primordial de redonner de la transparence et de la confiance dans cette chaîne. Cela passe par un comportement éthique et responsable de tous, et je sais pouvoir compter sur les pharmaciens responsables de l'industrie
des métiers de la distribution et des dispensateurs pour faire converger ces efforts vers une meilleure information sur la disponibilité des produits de santé. Certaines des mesures prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 semblent aller dans le bon sens. Il nous semble néanmoins qu'elles pourraient être plus ambitieuses. Plus précisément, nous estimons que la possibilité de substitution des médicaments en rupture par les pharmaciens est aujourd'hui trop complexe. Il faut la simplifier et surtout anticiper autant que possible les recommandations de substitution de la NSM afin de garantir tout à la fois une continuité des soins et la sécurité pour les patients. L'outil d'épée rupture, reconnu comme un outil clé dans la transparence et la transmission des informations utiles entre tous les professionnels concernés, a également toute sa place dans ce contexte et je me réjouis qu'il soit envisagé de lui donner une base législative qui a pu être introduite au Sénat. Nous sommes convaincus de la nécessité de développer un système d'information efficace sur la disponibilité des médicaments. Pour répondre à ce besoin, l'Ordre des pharmaciens pourrait organiser la mise en œuvre d'un tel système d'information. Enfin, en cas de rupture, le recours à la dispensation à l'unité est un vrai sujet qui mériterait d'être plus profondément activé à bon escient, car lorsqu'un produit est manquant, ce type de dispensation est loin de pouvoir régler toutes les situations critiques. Il conviendrait déjà de distinguer dispensation à l'unité et préparation des doses à administrer, qui se pratique en effet dans certains pays européens, mais qui ne répond pas aux mêmes logistiques d'organisation. Pour généraliser la délivrance à l'unité, c'est donc l'ensemble du système qu'il conviendrait de revoir pour tendre vers des règles de qualité et de sécurité. Sur le troisième thème, la financiarisation, enfin, je tenais également à donner à mon allocution une place importante à une préoccupation majeure, celle de la financiarisation de la santé. L'Ordre partage à ce propos des recommandations émises par la mission d'information du Sénat sur la biologie médicale et l'officine. Notre mission est de vérifier, lors de l'inscription au tableau de l'ordre ou au cours de la vie sociale, que l'indépendance professionnelle des pharmaciens est garantie et respectée et que l'objectif de santé publique prime toujours sur la logique financière. Des mesures réglementaires d'application de l'ordonnance sur les professions réglementées sont encore attendues. Du côté de l'ordre, nous souhaitons fermement être partie prenante de ce sujet. Nous ferons donc des propositions au pouvoir public pour mettre en place des garde-fous et permettre à l'ordre d'effectuer un contrôle effectif. J'espère en tout cas, Madame la Ministre, que des mesures de libéralisation du secteur de la pharmacie que Bercy a pu annoncer à ce stade de manière encore informelle ne viendront pas s'ajouter au projet de loi de simplification en cours d'examen au risque de déstabiliser l'offre de santé. Vous l'avez compris, lors de notre récent échange, Madame la Ministre, l'Ordre porte la voix d'une profession dont la complémentarité d'action, partout dans le système de soins, représente un atout considérable de sécurisation, de qualité et de proximité qui répond aux attentes des Français. Les pharmaciens sont efficaces, réactifs, innovants, toujours prêts à faire évoluer leurs pratiques ou à étendre leurs prérogatives dès lors qu'il s'agit d'améliorer la santé de nos concitoyens. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, comme vous pouvez compter sur les pharmaciens pour œuvrer au bénéfice de la santé publique et des patients. Merci. Merci. Merci beaucoup. Madame la Présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Mesdames et Messieurs les présidents départementaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, Mesdames, Messieurs. Alors, Madame la Présidente, oui, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette 36e journée de l'Ordre national des pharmaciens. Et c'est vrai, vous l'avez dit, nous nous sommes rencontrés récemment
et je crois avons pu échanger assez largement sur tous les sujets que vous portez, avec beaucoup d'énergie, je dois bien le dire, et de conviction. Et si je tenais à être présente aujourd'hui, c'est tout simplement parce que il y a longtemps que je sais, moi à titre personnel, que le rôle des pharmaciens est essentiel dans notre système de santé, que votre profession a connu des mutations profondes, et qu'en réalité, d'abord, il y a plusieurs métiers de pharmacien, vous l'avez dit, en officine, en établissement de santé, dans l'industrie et la distribution, ou dans les laboratoires de biologie médicale. Et je suis convaincue que cette diversité des métiers est en fait un vrai atout pour notre système de santé. Et c'est pourquoi je souhaite vraiment renforcer vos missions avec ambition et responsabilité. Et je vous remercie d'être à l'écoute de tous ces besoins, en définitive, de notre système de santé. Et plus largement, c'est pas tellement notre système de santé, c'est surtout nos concitoyens qui ont des besoins de santé et qui ont besoin de nous et de vous en particulier pour répondre à leurs attentes. Alors, je voudrais aborder avec vous le sujet essentiel que vous avez abordé vous-même de l'accès aux soins et qui figure bien sûr dans l'intitulé de mon ministère. Et je crois que dans l'accès aux soins, cette année 2024 a marqué aussi un vrai tournant dans le rôle que jouent les pharmaciens pour cet accès aux soins, puisque, par exemple, vous pouvez proposer un test rapide aux patients pour une angine ou une cystite. Et si le test est positif, délivrer immédiatement le traitement adéquat. C'est une réforme majeure qu'il faut davantage faire connaître à nos concitoyens, bien sûr, et elle permet en outre de libérer du temps médical, mais surtout de donner une solution aux personnes malades. Et 6 millions de rendez-vous médicaux sont pris pour des angines et 3 millions pour des cystites par an. Donc vous pourriez avoir beaucoup de monde dans vos officines. Les premiers chiffres d'assurance maladie sont très encourageants. 9 000 pharmacies ont déjà réalisé un test urinaire, 14 000 un test angine. Donc progressivement, eh bien, cela va rentrer dans la routine de vos officines. Je me dois de mentionner aussi le décret sur les renouvellements des traitements chroniques par une pharmacie d'officine. Et vous m'avez interrogé sur la parution de ce décret. C'est un texte d'application de la loi RIST 2. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que je l'ai signé la semaine dernière. Ah. Je l'avais caché parce que je voulais faire mon effet devant vous. C'est réussi. C'est réussi. Et en fait, il paraîtra très prochainement. Là encore, c'est une nouvelle solution très concrète pour faciliter la vie des gens, en définitive, la vie de nos patients, partout sur le territoire grâce à vous, pharmaciens d'officine. Bien sûr, vous participez aux campagnes de vaccination. Parlez de cette campagne hivernale qui marche pas très bien d'ailleurs, il paraît. Il va falloir que l'on fasse un petit peu de communication. Je sais que vous en faites dans vos officines, mais que l'on travaille de concert à cette communication. Et puis, vous participez aussi à mon bilan prévention. Et ça, la prévention, je crois que c'est un sujet absolument central et qui mérite d'être... Enfin, la prévention doit devenir un pilier central de notre système de santé, et que vous participiez à mon bilan prévention, eh bien, je crois, est un signe aussi que vous êtes, si vous aviez des questions à vous poser, mais que vous êtes complètement intégré dans ce système de santé et que votre rôle est majeur. Et donc, voilà, je pense que... j'espère que vous en êtes tous conscients, parce qu'en fait, c'est comme ça que je le ressens, moi, à mon niveau. Et puis, vous avez abordé un sujet qui est plus difficile, qui est la pénurie des médicaments. Je sais à quel point ce sujet est pesant au quotidien dans vos exercices. Vous voyez des personnes avec une ordonnance, vous ne pouvez pas leur délivrer les médicaments, vous devez appeler 10 grossistes pour savoir s'ils peuvent vous dépanner, le collègue à côté, enfin bref, vous passez votre temps au téléphone et à des tâches, qui seraient plus utiles ailleurs, et le malade n'a pas son médicament. Donc on est dans une vraie difficulté. Je tiens à saluer votre engagement constant, Madame la Présidente,
sur ce dossier. Engagement qui a permis cet acte fondateur avec la charte d'engagement de novembre 2023, et nous allons poursuivre nos actions sur ce sujet. Vous l'avez vu, l'ANSM a prononcé 8 millions d'euros de sanctions contre 11 laboratoires pour manquement de stock. Nous avons veillé à insérer une base législative pour le dossier pharmaceutique rupture, DP rupture, et comme je vous l'avais indiqué dans notre récent entretien, j'ai demandé à l'ANSM d'accélérer la production de ces recommandations pour permettre des substitutions en cas de pénurie sur un produit. Et je pense que c'est absolument essentiel. Quant à la dispensation à l'unité, je sais les difficultés que cela peut générer dans vos exercices également. J'ai bien compris aussi que la dispensation à l'unité, en fait, c'était un process industriel à mettre en œuvre plus que un concept de délivrance, et que nous n'y étions pas tout à fait. Mais peut-être il y a des moments où ce sera nécessaire, dans des périodes, s'il y a des périodes de crise sur l'approvisionnement de certains médicaments. En tout cas, je vous remercie de votre agilité et de votre aide, en fait, sur ce sujet. Et puis, je voulais revenir aussi au calendrier de l'expérimentation de dispensation des substituts nicotiniques sans ordonnance par le pharmacien d'officine. Cette expérimentation s'inscrit pleinement dans notre volonté de rendre les traitements de substitution nicotinique plus accessibles en facilitant leur délivrance et leur prise en charge par les pharmaciens. Depuis plusieurs mois, nous travaillons directement et activement avec l'assurance maladie pour définir les modalités précises de mise en œuvre et d'évolution. Et je peux vous annoncer que l'expérimentation devrait débuter dès le printemps 2025, après avoir finalisé le cahier des charges et sélectionné les régions expérimentatrices. Et j'espère qu'après évaluation, nous pourrons généraliser les choses. Puis vous avez parlé de formation. La formation est essentielle. Et je sais que quelquefois, l'inquiétude peut venir du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment d'étudiants en pharmacie dans les premières années, la deuxième année en tout cas. Donc, je suis consciente avec vous qu'il faut d'abord, je veux saluer votre campagne pharmacien le moins connu des métiers connus. Je trouve ça formidable. Et ça permet de faire connaître cette profession et de l'engager aussi, de donner envie à des jeunes de rentrer dans cette formation. Alors, bien sûr, la formation est essentielle pour l'évolution aussi de vos métiers. Et dans cette logique, nous sommes engagés à renforcer la formation en stage et à améliorer les conditions des étudiants. Je vous annonce aujourd'hui qu'à partir de la rentrée 2025, le parcours officinal sera réformé avec la création d'un DES court de 2 semestres. L'augmentation du temps de formation en stage s'accompagnera d'une indemnité de stage rehaussée et d'une indemnité forfaitaire de transport. Je crois que cette réforme était très attendue. Nous l'avons construite avec vous pour mieux répondre aux enjeux du maillage territorial, bien sûr, et de la formation aux nouvelles compétences et missions. Nous l'avons aussi battue pour renforcer l'attractivité du métier de pharmacien d'officine. Et à ce sujet, je veux vous remercier vraiment d'avoir collaboré à tout cela. Et nous avons pu ensemble faire évoluer cela. Et bravo de travailler à l'attractivité des métiers de pharmacien pour donner envie d'exercer cette belle profession qui s'est vraiment beaucoup transformée, je trouve, en termes de visibilité. Et puis, les sujets sont nombreux. Je ne crois pas que je pourrai tous les aborder ici. Je me contenterai de relever 2 derniers points importants. Un qui va peut-être vous fâcher, celui des biologistes médicaux. Je n'ignore pas que les biologistes médicaux sont des pharmaciens. Je n'ignore pas non plus l'opposition en cours aux mesures tarifaires de l'assurance maladie. Je préfère parler des sujets qui fâchent que me taire. Indépendamment de ces discussions, je souhaite revenir sur l'arrêt d'alimentation de mon espace santé depuis plusieurs semaines. Je trouve que c'est un peu priver le patient de l'envoi de ses résultats et ça crée des pertes de chance. Voilà. Donc,
moi, je comprends que vous ne soyez pas satisfait, je comprends qu'il y ait de la protestation, c'est un droit tout à fait légitime, mais voilà, si vous pouviez revenir un petit peu sur cette forme d'action que je ne trouve pas très adéquate dans une question de confiance pour le patient vis-à-vis de ces praticiens, je crois que ce serait mieux. Et c'est vrai que je voudrais insister sur ce point. Je vous remercie de réviser un petit peu cette action. Comme je vous l'ai dit, Madame la Présidente, je crois qu'il faut que nous ayons davantage de discussions, qu'il faut reprendre avec l'assurance maladie le dialogue. C'est la meilleure voie de sortie. Et vous savez toutes et tous que nous sommes dans une équation budgétaire complexe. Et il faut que nous prenions tous notre part à résoudre cette équation, sachant que nous avons un avenir, on va dire, du financement de notre système de santé qui est un petit peu en limite à mon sens, compte tenu, bien sûr, vous le savez tous, du vieillissement de la population, du besoin croissant de soins, des longues maladies qui sont en augmentation permanente. Et donc, nous avons des équilibres à trouver qui ne sont plus du tout les équilibres d'il y a 10 ans, ni d'il y a 20 ans, et encore moins les équilibres de l'année de la création de la sécurité sociale, ce que beaucoup semblent oublier aujourd'hui. Il faut que nous gardions le fil de la solidarité, mais aussi il va falloir que nous gardions, compte tenu de toutes ces évolutions démographiques et de besoins de santé, que nous gardions le fil de ce qu'il est possible de faire avec ces financements. Et nous aurons besoin, je crois, à moyen terme et à long terme, de revoir complètement et la transformation de notre système de santé et la transformation du financement de celui-ci. Mais ça, c'est pour les années à venir. Je ne sais pas combien de temps je serai ministre. Certains disent que ça ne va pas durer longtemps. Mais, excusez-moi, mais on essaie de penser moyen terme et long terme, parce que si nous sommes simplement en permanence le nez dans le guidon sur des sujets quotidiens je crois que nous n'y arriverons jamais. Il nous faut vraiment réfléchir le temps beaucoup plus long et avec vous, j'espère que nous pourrons le faire. Et puis, le dernier point que je veux aborder avec vous, car il est essentiel, c'est celui des violences, d'abord à l'encontre des professionnels de santé. Vous en avez parlé, c'est très préoccupant. Vous êtes très exposés, les pharmaciens d'officine en particulier, parce que d'abord, vous avez des produits qui sont convoités. Ensuite, bon voilà, vous avez porte ouverte, enfin c'est facile et facile d'accès et vous êtes effectivement exposés. Ces violences sont inacceptables, bien sûr, hein, je vais pas dire autre chose. Je sais que vous attendez un appui du ministère de la Santé sur ce sujet, et notamment sur les dispositifs d'alerte et d'accompagnement des professionnels isolés. Donc, je vous confirme que nous reprenons les travaux initiés par ma prédécesseure Agnès Firmin-Lebaudot pour garantir aux soignants l'assurance d'exercer dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et je souhaiterais que tout cela soit rapidement, qu'on arrive à conclure quelque chose, un plan d'action cohérent, fonctionnel, utile, et ceci rapidement. Et puis, bon, bien sûr, j'ai une pensée particulière pour les pharmaciens qui ont été victimes de violences durant les troubles de l'été 2023, et pour les pharmaciens d'outre-mer aussi, qui ont été victimes de violences, de séquences de violences en Nouvelle-Calédonie et en Martinique récemment. Et puis, nous sommes le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. J'étais tout à l'heure avec le Premier ministre, c'est pour ça que j'étais en retard, Madame la Présidente, à la Maison des femmes de l'Hôtel-Dieu. Nous devons poursuivre, bien sûr, le développement de ces maisons dédiées aux victimes de violences. Bien sûr, il y a des violences faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes aussi dans leur profession. Et les professionnels de santé ne sont pas exempts de tout cela. Et d'ailleurs, l'Ordre des médecins a fait une enquête au niveau des praticiens, des médecins, qui est assez parlante. Donc, je crois que nous devons tout mettre en œuvre aussi pour travailler sur ce sujet dans chaque domaine qui
composent le domaine du ministère de la Santé. Et pour ce qui est du reste, bien sûr que vous êtes des maillons essentiels pour repérer, pour écouter, pour conseiller les femmes victimes de violences, parce qu'elles passent en général toutes dans une pharmacie, un jour ou autre. Et même peut-être que vous les voyez passer plus souvent que les autres. Et que vous puissiez avoir laissé apporter demain un numéro de téléphone, que vous puissiez repérer, que vous puissiez glisser une parole, même très discrètement, parce que c'est vrai que les relations psychologiques sont difficiles avec ces personnes qui sont souvent en grande difficulté, eh bien, vous les aiderez et ce sera avec vos référents ordinaux, vous pourrez être des points d'appui absolument majeurs. Donc, merci pour ce que vous ferez dans ce domaine-là et ce que vous mettrez en œuvre. Et puis enfin, vous avez parlé de financiarisation. J'avais rien dans mon discours là-dessus, mais mon inquiétude est grande quand même. Mon inquiétude est grande à tous les niveaux, et y compris au niveau de la pharmacie, du secteur de la pharmacie. Bon, l'ordre est normalement garant, bien sûr, de l'indépendance, mais je crois aussi de l'éthique et je crois aussi de la déontologie. Alors, je compte sur vous pour eh bien, tout simplement être vraiment rigoureux dans ce domaine-là, et je le sais, je sais que vous le serez. Bon, j'ai fait partie personnellement de l'ordre des médecins et j'ai dit la même chose aux médecins il y a quelques jours, quelques semaines. Je crois que vous êtes vraiment les bons repères, et vous avez le rôle qui est le vôtre, c'est déjà de faire le ménage chez vous. Et nous, on doit aider aussi à côté pour éviter et pour lutter contre cette financiarisation. Et je veux que nous travaillions ensemble, vraiment, sur ce domaine qui est inquiétant et qui me semble... enfin, il faut que l'on stoppe tout ça, ou du moins qu'on le régule parfaitement. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vous remercie pour votre démarche d'engagement auprès des personnes malades, et puis même des bien portants, parce que quelquefois, on rentre dans une officine pour acheter quelques vitamines pour aller un peu mieux, mais on n'est pas si malade que ça. En tout cas, vous êtes au contact de la population, au conseil pour la population. Vous avez une part de plus en plus importante dans l'accès aux soins. Donc, je voulais vous remercier de votre engagement. Je voulais vous remercier, vous l'avez dit, de votre agilité, de votre adaptation, et tout simplement vous dire que, eh bien, en tant que ministre de la Santé, je compte sur vous. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites partout où vous êtes, que ce soit dans les territoires en officine, dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Partout où il y a des pharmaciens, eh bien, il y a des compétences absolument utiles pour notre système de santé, et puis des compétences, et puis surtout des hommes et des femmes au service de leurs concitoyens. Merci à toutes et à tous.